Moi, je sois rendu la préoccupation très vive, j'en ai été témoin, a été comment faire face à une réalité géographique physique, un pays d'1 240 000 km², avec seulement 19 communes pour administrer ce pays, une véritable gageure. Pourquoi la décentralisation pour nous n'a pas été une gadget, mais une obligation. Surtout quand l'on sait la mission démocratique qui était nôtre et qui demeure nôtre aujourd'hui encore, de faire que le citoyen, partout où il se trouve, soit concerné par son devenir et son présent. Je voudrais donc dire, mesdames et messieurs, ma joie, ma très grande joie d'être ici ce matin avec vous. Je voudrais donc vous dire toute ma joie d'être associé à cette cérémonie de ce matin. Et l'entame de mon discours vous aura permis de mesurer l'émotion qui doit être la mienne, qui n'est pas feinte, et qui explique ce sentiment qui est le mien, d'être ici aujourd'hui. Et nous ne pouvions commencer notre nouvelle gouvernance autrement que par cela. La revue de ce qui a été fait dans un domaine ainsi fondateur de tout le reste. Je l'ai souvent dit, l'État africain postcolonial a souvent péché par notre paresse intellectuelle de tous ceux qui font profession ou disent avoir vocation de réfléchir pour la collectivité intellectuelle. L'État postcolonial n'a pas été suffisamment réfléchi pour l'adapter à nos réalités. Dès lors, on peut comprendre tous les errements de gestion que nous avons pu connaître. États généraux. Bien sûr, l'expression renvoie à un concept historique. Il ne s'agit pas des États généraux auxquels vous pensez. Les nôtres concernent un sujet bien précis, la décentralisation. États généraux, le terme renvoie à la thématique de la refondation, qui est d'actualité et qui m'est chère. Représentants du peuple venus de toutes parts pour contribuer à la reconstruction de l'édifice commun, je vous salue chacun et chacune. Je voudrais surtout, et on le combattra volontiers, remercier nos compatriotes venus des camps de réfugiés, de Mauritanie et du Burkina Faso, pour leur présence en souhaitant leur prochain retour définitif en terre du Mali. Mesdames et messieurs, l'une des causes du cataclysme qu'a connu notre pays et dont il se remet lentement est la déliquescence de l'État. C'est pourquoi cette crise nous donne la redoutable occasion d'inventer un nouveau modèle malien. L'opportunité historique de refonder l'État, c'est le mandat que m'ont donné les Maliennes et les Maliens. Ma vision est celle d'un État fort. Un État fort au service de l'efficacité, mais surtout et avant tout au service de l'homme malien. Un État dont le socle ne peut être que la justice et la bonne gouvernance. Je l'ai dit, la place singulière de la justice dans mon architecture gouvernementale n'est pas une place fortuite. C'est un signal. Je ne conçois un État que sur le socle du droit et du droit seul. C'est un État fort, responsable et protecteur
devra garantir à chaque citoyen un accès égal aux soins, à l'éducation et à tous les services publics sur l'ensemble du territoire national. Cet État sera stratège pour mettre en place les conditions du décollage économique du Mali. Ma conviction est que cette vision ne pourra s'accomplir que dans la proximité avec les citoyens, car l'État doit s'incarner en chacun d'entre nous. C'est là tout le sens des présents États généraux qui doivent faire la revue, l'évaluation du parcours. La décentralisation des pouvoirs publics est une réforme aujourd'hui ancienne au Mali, on l'a dit. Lancée en 1992, elle visait à apporter une réponse à une profonde crise de légitimité de l'État et figurait au nombre des engagements souscrits par le gouvernement d'alors dans le cadre du pacte national. Le Mali avait fait le choix d'une politique de décentralisation parmi les plus ambitieuses en Afrique. Nous nous sommes dotés de collectivités territoriales décentralisées au niveau des communes, des cercles et des régions. Il était prévu le transfert à ces collectivités de compétences étendues en matière d'état civil, de protection de l'environnement, d'aménagement des espaces, d'équipements collectifs et d'équipements marchands. C'est le lieu pour nous de dire encore une fois la gratitude de la nation à tous ceux qui eurent la mission redoutable de conduire l'exercice de décentralisation. Dans un pays qui n'avait, souvenons-nous, en 1992, que 19 communes et qui en compte aujourd'hui 703, on peut mesurer le bon prodigieux fait. Que la brillante équipe autour de mon cadet Ousmane Sy, Olivier Donné et Yaya Magrega trouve ici le témoignage de notre grande estime et considération. Oui, je le dis, quand les cadres ont mérité, je n'hésiterai jamais à le dire, à leur rendre l'hommage mérité publiquement. 20 ans après, cette réforme qui a été saluée en Afrique et dans le monde a profondément changé le visage de notre pays. La décentralisation des pouvoirs publics a transféré aux collectivités territoriales des pouvoirs importants dans tous les domaines qui contribuent à façonner la vie au quotidien. Le maire est devenu un personnage familier au cœur de la mise en œuvre des politiques sociales de l'État. À la faveur des programmes nationaux d'équipement et de la conduite des plans de développement social, économique et culturel des collectivités territoriales mis en œuvre par l'ANICT, le niveau d'équipement des collectivités s'est singulièrement amélioré. Cela dit, nous ne méconnaîtrons pas les insuffisances. Elles sont apparues. Des dysfonctionnements se sont multipliés. Des frustrations se sont accumulées dans le cours de la réforme qu'il est nécessaire de corriger. 25% des communes ont une viabilité financière incertaine et sont structurellement dépendantes de subventions d'équilibre qui entament leur autonomie. Et nous l'avons entendu, pas avec fierté, l'ambassadeur porte-parole de PTF nous dit que ce financement-là était presque exclusivement d'origine PTF. Ce n'est pas une fierté pour nous, et cela sera corrigé, Inch'Allah. L'indépendance doit se mériter. Celle du Mali sera assumée, Inch'Allah. Les compétences transférées sont demeurées peu nombreuses et en retrait par rapport au programme initial.
Les ressources allouées aux collectivités territoriales pour leur prise en charge ont été le plus souvent insuffisantes, reflétant des résistances que nous avions sans doute sous-estimées. Nous ne l'avions pas ignoré, nous l'avions peut-être sous-estimé, qui se sont nourris de trop faibles capacités de prise en charge pour assumer des fonctions transférées. Les prérogatives de la tutelle, notamment en matière budgétaire, ont manqué de clarté. Il en a découlé des empiètements, des rivalités de compétences et des abus de pouvoir qui peuvent être évités et qui le seront. Les exécutifs des collectivités ont parfois affiché un niveau élevé de corruption, singulièrement dans le traitement des questions foncières. Leurs attributions dans ce domaine devraient être clarifiées pour éviter des conflits à venir. Nous serons sans pitié pour ce domaine foncier. Que chacun se le tienne pour dit. Que chacun se le tienne pour dit. D'une manière générale, elle devrait être assujettie, ces attributions, à des contrôles renforcés et notamment aux séparations fonctionnelles des responsabilités publiques imposées aux administrations centrales. La persistance de litiges liés au découpage territorial, Monsieur le Président du Conseil en a parlé, délimitation du territoire des villages, a rendu difficile la conduite des programmes intercommunaux. La corbeille, à cet égard-là, lorsque nous étions encore sur les bancs de l'Assemblée, était encore consistante, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je ne sache pas que cela se soit affaissé. Donc ces conflits, ces litiges demeurent. À Bamako, les compétences du district et des communes devraient être clarifiées. On a parlé du district, avec raison. En outre, de nouvelles questions se sont posées dans la gouvernance locale, qui doivent faire l'objet d'analyses et de décisions. En particulier, l'affirmation des cultures locales coextensives de la démocratisation et le réveil des légitimités traditionnelles qui requièrent une considération attentive, l'examen de leur compatibilité avec les instances démocratiques et la contribution certaine qu'ils peuvent apporter au renforcement de l'efficacité des procédures collectives de gestion locale et de traitement des conflits. Enfin, il nous faut apporter des réponses définitives aux frustrations qui alimentent l'irrédentisme de nos frères Touaregs. Une part essentielle des propositions qui permettront de réconcilier les communautés qui forment la nation malienne gît dans un approfondissement de la décentralisation des pouvoirs publics. Mesdames et Messieurs, des faiblesses aussi nombreuses commandaient une revue d'ensemble des conditions de mise en œuvre de la politique de décentralisation afin de mieux accorder dans cette matière le possible et le souhaitable. La réforme mérite d'être soumise à nouveau à l'examen, à la lumière de l'expérience accumulée et des nouveaux défis à relever. Après le diagnostic des difficultés rencontrées, il vous reviendra de formuler des recommandations propres, pertinentes, aptes à nous aider à corriger les dysfonctionnements constatés et à définir les axes d'un approfondissement de la politique de décentralisation. Il s'agira notamment d'assurer une meilleure adéquation entre les ressources transférées et les fonctions assumées pour conserver au dispositif mis en place toute sa crédibilité. La vocation économique de la région devra être réaffirmée. Elle doit servir de point nodal
pour accélérer le développement. Dans cet environnement rénové, nous ferons prévaloir une éthique de la responsabilité, exigeant de tous ceux qui détiennent des charges et responsabilités publiques un comportement exemplaire et réhabilitant le travail et le mérite. Une exigence de qualité et d'accessibilité au plus grand nombre des services publics. C'est pourquoi le gouvernement créera des maisons des services publics, justice et droit, services financiers et services sociaux, qui seront des plateformes de services publics assumant une mission d'accueil, d'information et de conduite de formalités sur la base d'un partenariat entre les organismes représentés. La participation active de tous les citoyens à travers le renforcement des institutions démocratiques afin qu'émergent des communautés épanouies dans la nation. La promotion de l'égalité des chances à travers des politiques publiques de santé et d'éducation qui, corrigeant véritablement les inégalités de dotation initiale, offrent à chacun la possibilité de réaliser son potentiel par le travail. Enfin, un aménagement de tout le territoire qui assure, par la valorisation des potentialités économiques et la mobilisation de la solidarité constitutive du lien national, le développement effectif des communautés qui forment la nation. Alors, sur les fondements solides de la vérité et de la justice, il sera possible de rétablir la confiance entre les acteurs de la scène nationale et de consolider la cohésion de la nation. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier à nouveau d'être venus nombreux, contribuer à la construction du Mali de demain, avec une mention toute particulière, encore une fois, pour tous nos amis du Mali ici présents, et nous avons le devoir, nous Maliens, de tout faire pour mériter cette profonde amitié, cette grande confiance placée à nous, dont nous avons vu les effets bénéfiques lors de la crise multiforme que notre pays a traversée. Rarement un pays aura bénéficié de tant de sollicitude de l'ensemble de la communauté internationale. Étant aux Nations Unies, j'ai fait l'objet de tous les égards possibles, pas en tant qu'Ibrahim Boubacar Keïta, mais en tant qu'incarnant le Mali nouveau. Mesdames et messieurs, je vous souhaite des débats riches et féconds. Lors de ces assises,